Nous allons aborder les bases de la programmation en C#, à savoir les variables, les conditions, les boucles, etc. en créant rapidement un petit programme. Donc, vous pouvez installer Visual Studio, donc c'est sur ce site, je mets le lien dans la description. Voilà, ici on va télécharger Visual Studio, Community 2022. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien si ce n'est pas déjà fait et l'installer. Là actuellement c'est la dernière version. Ça c'est Windows, sinon Mac c'est ici. Et ensuite vous lancez Visual Studio. Voilà, donc là j'ai lancé Visual Studio. On va créer un projet. Donc un nouveau projet. Ici on sélectionne, donc ce sera un projet de type console. Voilà, application console. Voilà, vérifiez bien que c'est C# ici. Suivant. Alors, on va l'appeler My First Program. Voilà, donc ici c'est l'emplacement. Vous pouvez laisser par défaut ou bien choisir un autre emplacement. Et ici c'est le nom de la solution. Alors, vous voyez ici c'est le projet et la solution. Donc, en fait, une solution, c'est c'est un conteneur d'un ou plusieurs projets dans Visual Studio. Donc, la solution contient un projet ou plusieurs. Créer, voilà, ici, donc là, actuellement, la dernière version, c'est .NET 7. Donc, voilà, le projet de type console. Donc, la solution, elle est là. Et pour le moment, elle contient un projet. Et si nécessaire plus tard, on peut ajouter un autre projet. Par exemple, on clique ici, voilà, ajouter, et puis ajouter nouveau projet. Ici, on a trois parties. On a une partie ici, c'est l'explorateur de solutions, qui contient, voilà, donc la solution, le projet, les dossiers et les fichiers qui sont liés aux différents projets. On a une deuxième partie qui est l'éditeur de code. C'est ici qu'on va mettre le code. Donc on va coder notre programme. Et puis il y a une autre partie, c'est le menu ici que vous voyez, donc horizontal. Et donc cette barre horizontale donc contient différents menus. On a par exemple fichier pour rajouter un nouveau projet, un fichier, ainsi de suite. Donc édition pour faire du copier-coller, faire une recherche, remplacer, ainsi de suite. Donc tout ça, on peut le faire également avec des raccourcis clavier. Et on a d'autres menus. Vous les voyez ici. Ce programme, c'est un simple programme de type console. Il n'a pas une interface graphique. Ça permet justement de simplifier. On ne va pas rentrer dans la complexité. On va vraiment apprendre les fondamentaux. Donc un projet de type console nous permet de nous focaliser uniquement sur les fondamentaux, donc à savoir c'est quoi une variable, c'est quoi une boucle, c'est quoi une condition. Vous voyez ici donc dans le programme, on a une instruction qui permet d'afficher dans la console, voilà, donc console writeLine hello world. On va exécuter. Voilà, et vous voyez ici hello world et ce qu'on a ici. Je clique ici sur ce lien pour voir plus de détails. Donc voilà, j'ai cliqué sur ce lien, il y a eu une redirection vers ce lien. Et vous voyez en fait ce qui a été généré, donc ce modèle à compter de .NET 6. Voici ce qui est généré désormais. Avant .NET 6, le modèle génère ce code. En fait, en gros, c'est la même chose. Ici, le compilateur, actuellement, notre code, on va le mettre directement ici, on va l'écrire ici, donc des instructions. Tout ce qu'on va mettre ici, voilà, comme par exemple l'affichage Hello World, le compilateur, tout simplement, il va générer une méthode qui s'appelle main, et il va mettre le code à l'intérieur de cette méthode. Donc, ça, ou ça, les deux sont équivalents. La différence, c'est que ici, on ne voit pas main, mais le compilateur va le générer. Et avant, on la voit. Donc, en fait, finalement, c'est juste une simplification. C'est la même chose. Donc, ici, on a, je vous explique, using
c'est tout simplement, on utilise ce qu'on appelle un namespace, ou en français, un espace de nom. Ici, c'est système, donc c'est l'espace de nom de base, qui contient une classe de base du framework.NET. Comme par exemple, la classe console qui permet d'interagir avec la console, donc d'afficher ou de lire ce que l'utilisateur a introduit. Ici, c'est l'introduction à la programmation, donc on va pas aborder les classes. Mais ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est qu'un espace de nom, c'est comme dans une bibliothèque, on va avoir des rayons, donc des rayons philosophie, informatique, ainsi de suite. Ici, on déclare voilà, un namespace, on l'appelle myApp. Donc ensuite, on a une classe programme, et puis on a une méthode qui s'appelle main. Dans un programme en C# du type console, le point d'entrée de ce programme, quand on exécute, c'est la méthode main. Donc void, c'est-à-dire c'est une méthode qui ne retourne à rien, et statique, c'est un mot-clé pour dire tout simplement, c'est une méthode statique qu'on peut appeler sans création d'objet. Bon, là c'est de la programmation orientée objet, on va pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas utile pour cette vidéo. Ce qu'il faut connaître à ce stade, c'est vraiment ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette méthode. Et puis ensuite, une fois que vous avez bien compris les fondamentaux, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire à la programmation orientée objet. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Alors, donc, comme je vous ai dit, console, vous voyez ici, c'est une classe qui se trouve dans système. Et writeLine, c'est une méthode. Ici, entre parenthèses, hello world. Et quand on exécute, il sera tout simplement affiché. Voilà. Alors, cette classe console permet d'écrire, voilà, donc, mais aussi de lire. Là, on affiche tout simplement un message. On peut d'ailleurs afficher, par exemple, on commence ici, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, voilà. Alors là, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Et on a besoin tout simplement de lire ce nombre. Ce qu'on va utiliser tout simplement, on va toujours utiliser la classe console. Voilà. Ici, on peut utiliser la méthode readLine. Voilà. On exécute. Voilà. Par exemple, entrer un nombre, je mets 10. Voilà. Mais le programme, il ne fait rien. Donc, pour le moment, on demande à l'utilisateur d'introduire un nombre. Ici, readLine, on va le lire, mais on fait rien. Ce qu'on va faire tout simplement, on a besoin de stocker le nombre. C'est là, on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle une variable. Une variable va stocker une donnée. Voilà, d'un certain type. Donc ici, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre, on va le stocker et on va faire quelque chose avec. Dans notre cas, ce qu'on va faire tout simplement, on va vérifier si le nombre ne dépasse pas 100, ici il est pair. Si c'est le cas, on va lister tous les nombres pairs jusqu'au nombre qui a été introduit par l'utilisateur et on calcule la somme. Sinon, si le nombre dépasse 100, on affiche un message. Et si le nombre est impair, on affiche également un message pour dire que le nombre doit être pair. Donc ce qu'on va faire, voilà, ici donc on a une variable consiste à stocker une donnée. Ce qu'il faut savoir quand on lit comme ça une donnée à partir de la console, elle est d'office de type string. String, là, on va dire que on va utiliser anglais pour le nommage de notre variable. Ça sera le nom de la variable, number. Je mets str pour explicitement nous mentionner que c'est une variable de type string. Et puis voilà, ici, on va lire la donnée. Tout simplement, ce qu'on a mis ici, on va le mettre ici. Pourquoi? Parce que quand on lit un nombre, on va la stocker quelque part. On va la stocker où? On va la stocker dans cette variable qui est de type string. String, c'est quoi tout simplement? C'est une chaîne de caractères.
Alors, nous, on va effectuer ensuite des opérations. Donc ici, on a un nombre de type chaîne de caractères, donc string. On va le convertir parce qu'on va utiliser un entier, on va faire des opérations, hein, on va calculer la somme, on va vérifier si c'est dépasse pas 100, si c'est un nombre en pair. Donc, on va pas utiliser une chaîne de caractères, on va utiliser un entier. Donc, on a demandé à l'utilisateur d'entrer un nombre, on va le convertir. Ici, quand on lit à console, par défaut, c'est une chaîne de caractères et c'est pas un nombre, c'est pas un entier. Alors, pour convertir une chaîne de caractères à un entier, on va tout simplement, donc l'entier c'est int, c'est integer. Bon, ici déjà, il me propose de le convertir. C'est une façon de faire ici, voilà, ok. Alors, ici on déclare un nombre et on va utiliser tout simplement int.parse entre parenthèses ce qu'on a ici pour avoir tout simplement ici un entier. Donc ce qu'on a fait ici, on a déclaré une variable. On a dit qu'une variable permet de stocker une donnée d'un certain type. Ici, c'est une chaîne de caractères, donc string. Cette donnée, elle provient de ce que l'utilisateur a entré comme donnée. Voilà. Ici, on l'invite à introduire un nombre. Voilà. Juste, je complète ici inférieur à 100. Et comme on sait que cette méthode retourne une chaîne de caractères, on va convertir cette chaîne de caractères à un entier. Il y a une deuxième manière de le faire. On peut utiliser aussi, par exemple, la classe convert. Voilà, il le propose ici. C'est la même chose. Donc, convert permet tout simplement de int 32, c'est un integer. Voilà. 32 pour dire il est sur 32 bits. Alors, ici, donc, on a parlé de ce qu'on appelle conversion. Ça, c'est une conversion explicite. Parce que on a une variable qui stocke une donnée du type string. Et on souhaite convertir cette donnée à un autre type qui est int ici. Voilà, integer. C'est un autre type d'une manière explicite. On va utiliser ici une classe qui s'appelle convert qui fait partie de namespace system. On va utiliser la méthode toInt 32 pour obtenir ici un nombre de type integer. Alors, il y a quelques petites règles concernant le nommage des variables. Le nom doit être unique, c'est-à-dire si on déclare number str ici, on peut pas le redéclarer après. Pas, par exemple, voilà, ici, voilà, ça marche pas parce qu'on l'a déjà déclaré avant. Le nom il est case sensitive, c'est-à-dire number str est différent de number str, c'est pas la même chose. Majuscule ou minuscule. Et le nom peut contenir par exemple des lettres ou un chiffre ou un underscore. Mais il ne peut pas contenir des caractères spéciaux, comme par exemple ici, ça on peut pas le mettre dans un nom d'une variable. Et le nom doit toujours commencer par une lettre. On a parlé, donc on a dit que une variable a un type. Il y a ce qu'on appelle les types de base, comme par exemple byte, short, int, qu'on a vu ici, integer, float, double, décimal. Ça, ce sont des strings aussi, et char, une chaîne de caractères, ce sont des types de base. On a également les autres types. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails dans le cadre de cette introduction, mais il faut savoir qu'il y a d'autres types. On a les types de base, mais aussi les autres types. On a parlé ici d'une conversion explicite, donc une chaîne de caractères vers un integer, mais il y a aussi ce qu'on appelle une conversion implicite. Par exemple,
Je vous montre un petit exemple ici. On va déclarer int a. On l'initialise à 10. On peut déclarer une autre variable de type décimal. Elle peut recevoir directement A. Ici, en fait, il y a une conversion qui est faite, mais elle est implicite. Parce que int, il est sur 32 bits, par la taille de ce type, et décimal, il est sur 128 bits. On a un troisième type de conversion, c'est ce qu'on appelle le casting. Et si on déclare une variable de type décimal, là c'est 10, et en équivalent, vous voyez, il refuse impossible de convertir implicitement le type décimal en int. Une conversion explicite existe. Voilà, un cast est tellement con. Le compilateur refuse de faire cette conversion parce que comme décimal est sur 128 bits et int c'est sur 32, si par exemple on a une valeur qui dépasse la valeur maximale de int, ben lors de la conversion il va y avoir des erreurs, donc ça va pas rentrer dedans. Mais si on est certain que la valeur maximale ici ne dépasse pas, comme 10 par exemple, ne dépasse pas la valeur maximale int, bah du coup on peut d'une manière explicite ce qu'on appelle faire un cast, c'est-à-dire on va dire on sait ce qu'on fait, on dit au compilateur là on sait ce qu'on fait, la valeur ici on peut la stocker dans int sans problème. Donc voilà les trois types de conversion. Alors maintenant on va aborder les conditions. Ça on n'a pas besoin, je vous ai juste montré les différents types de conversion. Donc jusqu'à présent ce qu'on a fait, on a invité l'utilisateur à introduire un nombre. Le nombre ici il est de type chaîne de caractères. On a fait une conversion, donc on a récupéré ici un int, un integer. Et ce qu'on va faire, on va vérifier les différentes conditions. Si le nombre maximum, donc si le nombre ici, est inférieur à 100, ici il est pair, on va tout simplement afficher tous les nombres pairs jusqu'à ce nombre. Ensuite, on calcule la somme. Si le nombre est supérieur ou égal à 100, on affiche un message à l'utilisateur, on va dire que le nombre doit être inférieur à 100. Si le nombre est impair, on affiche un message à l'utilisateur, le nombre doit être pair. Donc la première condition, on vérifie si le nombre est inférieur à 100, ici il est pair. Sinon, on vérifie si le nombre est inférieur à 100. Donc sinon le nombre est impair, ce qu'on a vérifié qu'il ne dépasse pas 100, pas pair, donc d'office il est impair. Dans ce cas-là, on affiche un message à l'utilisateur. Alors il y a un petit point que je n'ai pas abordé. En fait, ce que vous voyez ici, c'est des commentaires, ce qui est en vert là. Ça c'est une instruction qui se termine par point virgule. Ici, slash, ça c'est un commentaire. C'est pour nous, voilà, c'est pour documenter le code, hein, pour comprendre ce que ce code fait. Mais cette ligne est ignorée par le compilateur. Ça c'est un commentaire sur une seule ligne. Si on souhaite avoir un commentaire sur plusieurs lignes, ben, tout simplement on va utiliser voilà slash étoile, voilà, et ensuite étoile slash pour famille, et là on met le commentaire, voilà, sur plusieurs lignes. Voilà, on continue avec les conditions. Donc là on va mettre la première condition, ensuite la deuxième, et pour finir la troisième.
Alors, pour gérer les conditions, en C#, on utilise le mot-clé if. Voilà. Et ensuite, entre parenthèses, on va vérifier notre condition. Donc, on a dit que le nombre, on vérifie si le nombre est inférieur à 100. Et si le nombre, il est là, number. Voilà, je le mets là, copier-coller. On vérifie s'il est inférieur à 100. Ce qu'on souhaite faire ici, nous, s'il est inférieur à 100 et il est pair, on va afficher la liste des nombres jusqu'à un nombre et calculer la somme. Donc là, ce qu'on souhaite, on va faire, on va vérifier si ce nombre est inférieur à 100. Ça, c'est un opérateur. Et, donc le et là, en C#, c'est ça. Voilà. Donc je traduis et en C#. Ça donne ça. Ça aussi, c'est un opérateur. Et le nombre est pair. Alors, donc le nombre, on va toujours utiliser ça, je copie, coller. On va utiliser un opérateur qui s'appelle modulo. Cet opérateur, tout simplement, va retourner le reste de la division par 2. Par exemple, si le nombre est égal à 4, 4 divisé par 2, c'est 2, mais le reste, c'est 0. Donc, cette condition est vraie, c'est-à-dire le nombre est pair. Par contre, si c'est 5, 5, si on le divise par 2, c'est 2, et le reste c'est 1, donc le nombre n'est pas pair, il est impair. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire si le nombre est inférieur à 100 et il est pair, ben on va entre les accolades, voilà, on mettra le code qui permet d'afficher tous les nombres jusqu'au nombre qui a été introduit par l'utilisateur et calculer la somme de ces nombres-là. On peut ici encore améliorer le code en mettant des parenthèses pour plus de lisibilité. Voilà. Donc, pour résumer, on a dit que ça c'est un opérateur. C'est un opérateur de comparaison. Ça également, c'est un opérateur de comparaison. Ici, c'est un opérateur d'assignation. Ici, par exemple, on dit que number str reçoit, voilà, on va stocker ce qui a été introduit par l'utilisateur. Par contre, ici, voilà, donc 2 fois égal, c'est pas une assignation, mais une comparaison. On vérifie tout simplement si le reste de la division de nombre par 2 est égal à 0. Ces opérateurs, on les appelle les opérateurs de comparaison. On a égal, donc il vérifie l'égalité. Ici, on vérifie l'égalité. Ici, on vérifie si le nombre est inférieur à 100 dans ce cas-là. Mais on a d'autres opérateurs de comparaison, comme différents 2. Voilà, je vous le mets ici, vous voyez. Supérieur, supérieur ou égal. Voilà. Inférieur, c'est ce qu'on a dans notre cas. Et inférieur ou égal. Voilà. Ici, nous, si le nombre est strictement inférieur à 100. Donc, on a vu les opérateurs de comparaison, mais il y a ce qu'on appelle aussi les opérateurs arithmétiques. Là, on fait une opération. Dans ce cas-là, c'est le reste de la division par 2. Mais on a aussi d'autres opérateurs arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et puis ce qu'on a ici. Alors, sinon, on vérifie si le nombre est inférieur à 100. Donc, on peut utiliser le mot-clé else, if. Donc, else, c'est pour dire sinon. Sinon, si, donc, si on n'est pas dans ce cas, alors j'ai remarqué il y a une petite erreur ici en fait. On vérifie si le nombre est supérieur ou égal à 100. Si c'est le cas, on affiche un message. Ça sera du coup else if. Voilà, donc ici le nombre est inférieur. Nous, ce qu'on va faire vérifier s'il est supérieur ou égal. Voilà. Dans ce cas, on affiche un message à l'utilisateur.
Et la dernière condition, sinon le nombre est impair. Donc on va juste utiliser else. Voilà. Et ici, on va afficher un message à l'utilisateur indiquant que le nombre doit être pair et pas impair. Alors le fonctionnement des conditions. Alors si cette condition est vraie, bah, on exécute ce qu'on va mettre ici et le reste est ignoré. Sinon, bah, le programme continue, donc il vérifie si cette condition est vraie. Il va exécuter et il va ignorer ce qui vient après. Bah, si les deux conditions sont fausses, on est dans cette dernière condition. Ce n'est pas nécessaire de vérifier parce que d'office, dans ce cas-là, le nombre est impair. Donc, on exécute cela. Donc, le fonctionnement des conditions, il y a un seul bloc uniquement qui est exécuté en fonction de ces conditions. Donc, la condition, si cette condition est vraie, bah, on exécute ça. Sinon, c'est ça. Sinon, c'est cette partie. Alors, il y a un opérateur, ça c'est un opérateur AND et, voilà, donc le nombre est inférieur à 100 et il est pair. Ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur logique. On a d'autres, par exemple comme OU, donc OR en anglais. Voilà, ici. Ici, on vérifie si cette condition est vraie et cette condition également est vraie. Parfois, on a besoin d'utiliser OU. Bon, ici c'est notre programme, c'est notre analyse qui a identifié que ici c'est un et parce que le nombre doit être inférieur à 100 et il doit être également un nombre pair. Donc ça, on l'appelle un opérateur logique. Donc on passe à l'implémentation. Donc ici par exemple, supposons que l'utilisateur a 6 et 10. Ce qu'on va faire tout simplement, on va afficher tous les nombres pairs jusqu'à ce nombre inclus. Donc on va afficher 2, 4, 6, 8, 10. Et on affiche également la somme. La somme c'est 30. Alors pour afficher tous ces nombres là et calculer la somme, on va utiliser ce qu'on appelle les boucles. Donc une boucle, c'est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Alors, l'instruction qu'on va répéter ici, c'est on va afficher à chaque fois le nombre pair. Voilà, on passe de 2 à 4, c'est 2 plus 2. 4 plus 2, c'est 6. 6 plus 2, c'est 8. Jusqu'à 10. Et la condition d'arrêt de cette boucle, tant qu'on ne dépasse pas 10, voilà ce que l'utilisateur a introduit, ben on répète l'opération. Pour implémenter une boucle, on utilise soit while, tant que la variable i qu'on va initialiser est inférieur ou égal, bon ici à 10, parce que l'utilisateur a introduit, donc c'est number. Alors, i, ça commence à partir de 2, voilà. Le premier nombre pair c'est 2, donc on commence par 2. Donc i, on va le déclarer, voilà. Avant d'utiliser une variable, on va la déclarer, donc c'est un int. Comme ici, voilà, et ça commence par, voilà, donc la valeur c'est 2. Donc while en anglais ça veut dire tant que i est inférieur à un nombre, donc au départ c'est la valeur 2, on va afficher 2, ensuite 4. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va utiliser console. Voilà, comme ici, writeLine, je vais copier ça. On affiche tout simplement i, voilà. Avant de répéter cette boucle, parce qu'on a dit qu'il y a une boucle, c'est une structure qui permet de répéter une instruction. 2 devient 4 ici, voilà. C'est-à-dire, le i, ben, ça sera i plus 2. Tant que i est inférieur ou égal au nombre, ben on exécute. Ce qu'on appelle une itération, c'est-à-dire on va exécuter ce bloc, et puis on sort,
on revérifie si i est inférieur ou égal à un nombre, on réexécute. Voilà, donc du coup, cette boucle, ce qu'on a ici, c'est-à-dire ces instructions, elles seront exécutées tant que i est inférieur au nombre. Donc la première fois, i, si 2, est-ce qu'il est inférieur à 10? Oui, donc on va l'exécuter, puis 4, ainsi de suite. Et puis ici, on aura 12, voilà, parce que quand i égale à 10, est-ce que i est inférieur ou égal à 10? Oui, donc i est égal à 10. On affiche 10 ici. Ensuite, i, si 12, on sort de la boucle, et puis on vérifie. Est-ce que i est inférieur ou égal à 12? Non. Et là, on sort de la boucle. Alors, ça c'est la première façon de faire. Il y a une autre manière de faire. On va utiliser le mot-clé for. Bon, ça on le met en commentaire. Je vais utiliser le raccourci clavier CTRL cassé. Voilà. C'est pareil ici, commentaire. Donc je vais utiliser le mot-clé for, voilà, pour implémenter une boucle. Et puis là, on initialise la variable i, donc elle est de type int. Donc i au départ aura la valeur de 2, point virgule. Ensuite, on met la condition, tant que i est inférieur ou égal à number. Et puis, après chaque itération, donc après chaque exécution des instructions, l'affichage de celle-là, en fait, cette instruction, i sera augmenté de 2. Donc là, on va mettre tout simplement cette instruction. Et là, on met le bloc d'instruction. Donc on a une instruction pour le moment. Et ça sera, je vais copier ça, console.writeline i. Voilà. Donc ce code est équivalent à ce code. Voilà, il y a deux manières de le faire. Tant que i est inférieur à un nombre, on exécute ça, et puis i sera augmenté de 2. Voilà, et là c'est l'initialisation. C'est exactement la même chose. Ça et ça, c'est équivalent. Pour le calcul de la somme, ici on va déclarer une variable qui s'appelle somme, bon, donc c'est en anglais. Au départ, la somme c'est 0. Et après chaque itération, donc chaque fois qu'on rentre, on exécute ce bloc, bah, la somme tout simplement sera la valeur avant, donc par exemple au départ c'est 0, plus la i. Donc au départ c'est 2, ensuite c'est 2 plus 4, ainsi de suite. Voilà. Ça par exemple, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut dire tout simplement somme Alors, ça et ça, bah, ces deux lignes-là sont équivalentes. Donc, on peut soit le faire de cette manière ou une autre manière de le faire en C#. C'est comme ça, voilà. Ensuite, quand on sort de la boucle, c'est-à-dire quand cette condition est fausse, dans l'exemple ici, 12, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Non. On sort de la boucle. Là, on peut afficher la somme, le total directement. Pareil. On copie ça, et ici on affiche somme. On exécute. Voilà, entrer un nombre inférieur à 100, ben je mets 10. Voilà, donc il affiche 2, 4, 6, 8, 10, et puis la somme c'est 30. On peut améliorer ce programme, on affiche par exemple ici un message avant. Là, je vais copier ça. Là, on va dire les nombres pairs jusqu'à et
puis ici, mais ici c'est juste on affiche un message, voilà, avant de lister les nombres. C'est pareil ici par exemple, on va dire somme, voilà. Alors cette manière de faire par exemple, ici c'est une chaîne de caractères plus une variable, c'est une concaténation, c'est-à-dire la valeur de nombre sera ajoutée à cette chaîne de caractères, voilà. Et c'est pareil ici, donc la somme et la valeur de la somme sera ajoutée ici à cette chaîne de caractères et ensuite elle sera affichée à la console, dans la console. Je réexécute pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Donc ici c'est 10. Vous voyez, donc le nombre pair jusqu'à 10, 2, voilà. Ici vous voyez en fait cette instruction, elle est affichée après chaque itération, à chaque fois qu'on rentre dans la boucle, elle est affichée. Or, nous, ce qu'on souhaite, on souhaite l'afficher avant, une fois, et ensuite, on va lister tous les nombres. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, au lieu de la mettre à l'intérieur de la boucle, je vais la copier et la mettre avant. Donc ça, je ferme. Voilà, comme ça, on l'affiche une fois. Entrer un nombre inférieur à 100, donc je mets 10. Voilà, nombre pair jusqu'à 10, donc 2, 4, 6, 8, 10, et la somme c'est 30. Donc là, je vous ai montré while et for. On a aussi deux manières d'implémenter une boucle. On a for each. Voilà. Vous voyez ici, donc for each, je vais appuyer deux fois sur Tab. Visual Studio va générer cet exemple de code pour nous, ce qu'on appelle des snippets. Les snippets, ce sont des petits morceaux de code qui sont prévus pour nous aider à programmer rapidement. For each, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire des itérations ou bien à parcourir une liste d'une collection. Donc une liste, ici ça c'est une collection, c'est une liste. Et item, ici, donc chaque élément de la liste, et puis on fait ici, on ajoute notre code. Donc for each, c'est une manière de faire des boucles. Sinon, on a également une autre façon, c'est do, voilà, while. Ça veut dire, c'est un petit peu comme while, mais on le fait d'une manière inverse, c'est-à-dire, on va mettre toutes les instructions ici, voilà, on va lui dire, fais ces instructions tant que la condition est vraie. Juste une petite remarque concernant les boucles, on peut avoir ce qu'on appelle une boucle dans une autre boucle, ce qu'on appelle les boucles imbriquées. C'est-à-dire ici par exemple, on peut avoir une autre boucle. While, on met une condition et ensuite on exécute des instructions. Par exemple, tant que est inférieur à 10, voilà, on affiche voilà, et est inférieur à 10. C'est un exemple, hein, voilà, c'est arbitraire. C'est juste un exemple pour vous montrer c'est quoi les boucles imbriquées. Une boucle imbriquée, c'est une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Ici, la boucle while, celle-là, à l'intérieur de cette boucle. Ça, il y a des cas, par exemple, quand on programme, il y a des moments où on a besoin d'utiliser des boucles à l'intérieur des boucles. Et ça s'appelle les boucles imbriquées. Donc voilà, ça, on n'a pas besoin.
Donc, en ce qui concerne les boucles, c'est bon. Ça, on peut effacer. Ça, c'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire si le nombre est supérieur ou égal à 100, on affiche un message. Donc, je vais copier ça. Je vais le coller ici. Le message sera le nombre doit être inférieur ou inférieur à 100. Sinon, c'est-à-dire le nombre est impair, c'est-à-dire que le nombre doit être pair. 10, 12, 8, voilà, ainsi de suite. J'exécute pour tester les deux dernières conditions. Par exemple, si on met 101, voilà, le nombre doit être inférieur à 100. 11, qui est un nombre impair, voilà, le nombre doit être pair. Alors, il y a un autre point que je voulais aborder, ce qu'on appelle la portée d'une variable. Quand on déclare une variable, on peut l'utiliser dans un contexte, elle est disponible dans un contexte, mais si on essaye d'y accéder par exemple dans un autre contexte, on peut pas. Si cette variable a une portée locale. Sinon, si elle a une portée globale, on peut y accéder. Par exemple, ici, donc, si on déclare cette variable, on peut y accéder là où on souhaite. Par exemple, ici, on peut y accéder. Le nombre, c'est pareil. Donc voilà, il est là, mais on l'a utilisé ici, on l'a réutilisé ici. Mais, par exemple, la portée de la variable somme, ici, elle est locale. On peut y accéder uniquement à l'intérieur de ces deux accolades, dans cette condition, mais pas à l'extérieur. Par exemple, si j'essaie d'accéder à somme ici, ça marche pas. Je mets par exemple somme, voilà, reçoit 0. Le nom somme n'existe pas dans le contexte actuel. Par contre, si je la déclare d'une manière globale, à l'extérieur, ici, comme nombre, ça va marcher. Au niveau de la méthode, voilà, on a vu que ce qu'on met ici sera mis dans la méthode main. Je parle du contexte global par rapport à main. Donc, voilà, par rapport à ces variables, quand on déclare une variable, il faut savoir qu'elle est utilisée, soit elle est locale, donc elle est utilisée dans un bloc, soit liée à une méthode, soit elle est liée à une classe. Voilà. On n'a pas abordé les classes ici, c'est l'orienté objet, mais ce qu'il faut connaître à ce stade, il y a ce qu'on appelle une portée d'une variable. On peut y accéder uniquement, soit elle est locale, soit elle est globale, et en fonction de ce qu'on souhaite faire, on peut la déclarer dans un endroit ou un autre. Voilà, donc je fais un CTRL Z pour retourner en arrière. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à la prochaine.